Ouais, allez, c'est parti. C'est mieux? D'accord. Bonjour à toutes et à tous. Bonjour à toutes et à tous. J'espère que tout le monde peut participer. Voilà, très bien. Bonjour à toutes et à tous. Je m'appelle Arsène Nafasov, je suis étudiant en Master 2 de droit du commerce international et je représente l'association des étudiants en droit études russes, filière bilingue à l'université Paris-Nanterre. Quelques mots concernant notre association. Notre association a pour but de promouvoir les échanges entre les étudiants russophones à Paris et plus généralement en France, et également de promouvoir la filière de droit français, droit russe de notre université. Donc, nous proposons des conférences qui réunissent des spécialistes de la Russie, des chercheurs, des auteurs, des journalistes, dans un cadre qui est propice à l'échange sur des thématiques politiques, historiques et sociales variées, qui concernent bien sûr la Russie et les pays russophones. Si vous souhaitez connaître notre programme pour cette année, je vous invite à aller voir sur les différents réseaux sociaux sur lesquels nous sommes présents, donc Instagram, Facebook. Et nous souhaitons remercier tout particulièrement les personnes qui ont rendu cet événement possible avec les contraintes du contexte sanitaire, notamment les membres de Russie Liberté et de Reporters sans frontières, Madame Isabelle Mandreau et Monsieur Julien Théron, qui ont coécrit l'ouvrage qui sera le thème principal de notre discussion ce soir. Sans plus attendre, je vais laisser la parole à Monsieur Alexis Prokopiev de Russie Liberté pour la suite et vous souhaite de passer une agréable soirée. Merci beaucoup Arsène, merci beaucoup pour cette introduction et merci pour cette proposition de collaboration autour de l'organisation de ce webinaire, donc dans ces conditions que tu as précisées comme étant voilà, très particulières. Donc nous sommes contraints à cette organisation en ligne, mais en tout cas, ça permet aussi à beaucoup de monde de voir ce webinaire. Je vous indique que donc, nous sommes déjà plusieurs participants en ligne sur Zoom et le webinaire est aussi diffusé sur Facebook Live, sur les pages de Russie Liberté, mais aussi sur la page de RSF que je salue particulièrement et qui est aussi partenaire de ce webinaire très important. Et je donnerai tout à l'heure la parole à Jeanne Cavelier de RSF. Quelques mots tout d'abord sur Russie Liberté. Donc Russie Liberté est une association française qui est basée à Paris et qui existe depuis 2012 et qui travaille pour la défense des droits humains en Russie, tout en étant en Europe. Donc, on organise beaucoup de conférences, de forums, parfois même des concerts, des expositions. On publie des rapports. Vous pouvez tout trouver sur notre site internet. On publie aussi des pétitions que nous vous invitons à signer. On organise aussi voilà, différents types d'actions. Et puis, si vous avez des bonnes volontés, nous sommes ouverts à toutes et à tous. Donc, vous pouvez aussi adhérer à l'association Russie Liberté et nous soutenir. Un petit mot, donc, nous sommes vraiment ravis de co-organiser ce webinaire autour du livre d'Isabelle Mandreau, donc, qui est journaliste au Monde et qui a été correspondante en Russie, et Julien Théron, donc, qui est politiste et qui enseigne à Sciences Po Paris après avoir enseigné à Budapest et à Beyrouth. C'est un livre. Donc, moi, j'en ai déjà lu les extraits, mais on espère en apprendre beaucoup plus, évidemment, dans l'échange aujourd'hui. Oui, alors, moi, je suis en train... Ah, voilà, on coupe les micros. Et on espère bien sûr en entendre un peu plus aujourd'hui. Un petit mot sur le livre. En France, quand on parle souvent du pouvoir de Poutine en Russie, et on dit souvent les mots autorité, force, ordre. Moi, connaissant un peu de plus près le pouvoir russe, j'ai jamais été très à l'aise avec ces qualifications. Car qu'est-ce qu'une autorité basée sur des élections falsifiées? Qu'est-ce qu'une force qui se fait par le fait d'envoyer en prison, ou pire, ses principaux opposants? Qu'est-ce qu'un ordre basé sur la déstabilisation des voisins et la désinformation des partenaires internationaux? C'est pour ça que je trouve que le titre du livre est extrêmement pertinent, et que ce livre, en plus d'être très précis dans les faits et dans les arguments, il démonte aussi pas mal de mythes qui existent aujourd'hui en France et en Europe sur le pouvoir actuel en Russie, donc d'où aussi l'intérêt de cet échange. Et je passe la parole donc à Jeanne Cavelier, qui est responsable du bureau Europe de l'Est et Asie centrale
au RSF, donc Reporters sans frontières. Et je demande à tout le monde de couper leur micro. On a laissé les micros ouverts pour que vous puissiez ensuite poser vos questions, mais n'hésitez pas à n'oubliez pas de les couper au moment où les autres personnes parlent. Merci beaucoup. Jeanne, je te passe la parole. Merci Alexis. Donc, comme tu l'as dit, je suis responsable du bureau Europe de l'Est et Asie centrale de RSF, Reporters sans frontières, qui est une ONG de défense de la liberté de la presse dans le monde. Et je suis donc heureuse de pouvoir évoquer la situation de la liberté de la presse et des journalistes en Russie avant de laisser la parole aux auteurs du livre. Pour rappel, la Russie est placée à la 149e place du classement mondial de la liberté de la presse qu'on publie chaque année, 149e place sur 180 pays. C'est notamment, on a comptabilisé 37 journalistes tués en Russie dans l'exercice de leur profession depuis 2000, depuis que Vladimir Poutine a été élu président pour la première fois. Et la plupart de ces crimes restent encore impunis. On compte aussi aujourd'hui au moins 7 journalistes emprisonnés pour leur travail. Mais ces chiffres, ce n'est que la partie la plus visible du climat d'impunité et de l'atteinte aux libertés. Année après année, on observe un grignotage de la liberté de la presse et de la liberté d'expression de manière plus générale dans le pays. La situation se détériore particulièrement depuis les manifestations de 2011-2012. Elles se traduisent d'abord par le contrôle d'Internet. Le nombre de sites censurés par l'autorité de contrôle des médias, le Roskomnadzor, croît de manière impressionnante depuis 2012. On a des centaines de milliers de sites bloqués, dont des sites d'information. Ces effectifs aussi, les effectifs de Roskomnadzor n'ont cessé d'enfler. Ils sont passés d'une douzaine d'employés en 2012 à plus de 2700. De nombreuses lois visant à contrôler et à accroître la possibilité de surveillance numérique ont été adoptées. Celle qui établit un Internet souverain, le RUNET, est entrée en vigueur en novembre 2019. C'est pas encore au point techniquement, mais la perspective est assez inquiétante. Les autorités font régulièrement passer des lois répressives. Donc, il y a une multiplication de ces lois par la Douma, la chambre basse du Parlement, qui est qualifiée d'imprimante enragée, qui fait régulièrement des trains de lois liberticides. Et la dernière fournée, c'était fin décembre, notamment pour élargir la loi sur les agents de l'étranger qui s'applique désormais à des journalistes en tant qu'individus et plus seulement à des ONG ou à des médias. Et vous savez comme moi que ce terme est extrêmement stigmatisant en Russie et dans toute l'ex-URSS. Parmi les lois particulièrement utilisées contre les journalistes, on a la justification du terrorisme, l'atteinte à la souveraineté du territoire, la diffamation qui a été recriminalisée à la fin de l'année dernière, l'extorsion, surtout par les autorités locales, et la loi sur la désinformation votée en 2019 et utilisée pour la première fois dans le contexte du Covid-19. Le principal problème avec ces lois répressives, c'est la formulation qui est volontairement vague. Elles sont souvent adoptées à la hâte, on n'a pas de définition précise, ce qui laisse toute interprétation aux juges. Or, les juges ne sont pas protégés des pressions. La justice n'est pas indépendante dans le pays du pouvoir politique, que ce soit le pouvoir local ou fédéral. Et la plupart des procédures, l'aboutissement normal d'une procédure, c'est la condamnation. L'autre caractéristique de ces lois, c'est leur application sélective. Donc certaines lois ne sont jamais mises en œuvre dans les faits, mais elles restent comme un couperet au-dessus de la tête des journalistes. Elles sont applicables de manière discrétionnaire au bon vouloir des autorités, et aucun citoyen, a fortiori aucun journaliste, n'est à l'abri d'une procédure judiciaire potentiellement grave. Ce contexte nuit sérieusement et de plus en plus à la liberté d'expression. Et ces signaux législatifs qui visent la presse encouragent aussi l'autocensure.
même s'ils sont moins visés par des procédures judiciaires, les journalistes étrangers connaissent aussi des difficultés croissantes pour s'accréditer. Certains sont poussés à partir, certains sont harcelés via, par exemple, des procédures fiscales ou sont notoirement suivis sous surveillance. Et tout cela entre en contradiction avec, d'une part, les engagements internationaux de la Russie et d'autre part, avec la constitution russe qui garantit la liberté d'expression et garantit et interdit pardon, la censure. Enfin, je voulais noter les pressions sur la presse indépendante. Donc, c'est d'abord les pressions économiques, les pressions législatives aussi, qui ont facilité la reprise en main de certains titres depuis une dizaine d'années. Et le dernier exemple en date, c'est la reprise en main de Viedomosti, qui est un grand quotidien économique l'année dernière. Le harcèlement des autorités aussi, qui rend la vie des journalistes indépendants tellement difficile que l'une d'eux s'est même immolée en octobre dernier. C'est Irina Slavina à Nijni Novgorod, qui est aussi évoquée dans le livre. Elle s'est suicidée par le feu après une énième perquisition et interrogatoire par la police. Tous ses confrères ont été extrêmement choqués. Et elle a rendu les autorités responsables de sa mort en écrivant cela sur Facebook avant de se donner la mort. Je voulais noter aussi le harcèlement terrible que connaissent en ce moment les journalistes qui couvrent les manifestations à Khabarovsk dans l'extrême-orient russe. Comme vous savez peut-être, il y a un mouvement de protestation de la population continue depuis l'arrestation du gouverneur local, depuis le 9 juillet. Et pour les journalistes, on a vu se développer la technique du carrousel, c'est-à-dire qu'ils sont arrêtés alors qu'ils couvrent une manifestation, ils ne participent pas aux manifestations. Ils sont condamnés à une amende ou à une peine de prison et ils sont réarrêtés dès qu'ils sortent du tribunal ou dès qu'ils sortent de prison. Et les amendes aujourd'hui atteignent des sommes astronomiques. Le harcèlement, c'est aussi les menaces que subissent certains journalistes. Par exemple, Yelena menacée par le président tchétchène Ramzan Kadyrov. Elle a été agressée à Grozny l'année dernière et c'est l'une des rares journalistes indépendants à travailler en Tchétchénie qui est, on peut le dire, un véritable trou noir de l'information. Et par ailleurs, Elena Milashina a reçu le prix RSF du courage en 2020. Pour terminer juste ce portrait, je voulais souligner que les pressions se durcissent encore. Tous les événements qui sont liés à l'opposant Alexeï Navalny depuis son retour à Moscou le 17 janvier, rendent les autorités fébriles et les forces de l'ordre ne sont jamais allées aussi loin dans la répression collective des journalistes. Plus d'une centaine ont été visés en tant que journalistes lors des manifestations dans plus d'une trentaine de villes. Ce sont des visites préventives, des visites d'avertissement par la police au domicile de certains, des interpellations, des arrestations, des violences très graves. On a par exemple un photojournaliste à Saint-Pétersbourg qui a été roué de coups de matraque et heureusement qu'il avait un casque et il a reçu également une décharge de taser et pourtant il portait son gilet de presse jaune fluo. C'est un tournant. Habituellement, dans les manifestations, même les manifestations non autorisées, le gilet de presse protège relativement les journalistes et là, ce n'est plus le cas. Les journalistes sont traités comme des participants. Donc, on peut dire qu'il y a une volonté claire de les intimider, d'empêcher la couverture des événements liés à Navalny. Sur ce, je vais laisser la parole aux auteurs et je vous remercie de m'avoir écouté et d'être sensible à la situation des journalistes dans ce pays.
Bonjour, peut-être, je commence. Oui, allez-y Isabelle. Bonjour, donc ravi de vous retrouver et merci pour ce webinaire autour de notre livre avec Julien Théron. Moi, j'avais un peu envie de vous expliquer pourquoi on a fait ce livre et comment d'ailleurs, et pourquoi on s'est associé d'ailleurs, moi, journaliste au Monde depuis plus de 20 ans, et Julien qui est politiste. En fait, moi, je suis allée très souvent en Russie au début des années 90 en tant que journaliste. Et puis, le journal m'a nommée en 2014 correspondante permanente du journal pendant 5 ans, jusqu'en 2019. Donc, je suis arrivée évidemment à un moment un peu spécial puisque c'était l'annexion de la Crimée, c'était la guerre dans le Donbass. Et donc, moi, quand je suis arrivée, je n'ai pas reconnu le pays, quoi. Je l'avais connu bien avant, mais j'ai vraiment trouvé un pays complètement transformé, pas dans le bon sens. Et voilà. Et donc, quand j'étais sur place, avec Julien Théron, on a commencé à discuter ensemble, à s'échanger, parce qu'il s'intéressait notamment via la Syrie à l'intervention russe. Et puis, on n'a jamais perdu le contact, on a toujours beaucoup discuté. Et on a eu envie à un moment de poser les choses, c'est-à-dire que ce que moi j'avais constaté sur le terrain ou ce que lui avait constaté à travers ses recherches, on a envie un peu de poser les choses parce qu'on est dans une société où on zappe beaucoup, où un événement chasse l'autre. On a tous entendu, certes, l'ingérence russe dans les affaires des États-Unis ou d'autres pays. On a entendu vaguement les mercenaires, on a entendu les Wagner, on a entendu l'empoisonnement de Navalny, etc. Mais on oublie qu'avant l'empoisonnement de Navalny, il y a eu le meurtre de Boris Nemtsov, qui était à l'époque le premier opposant. On oublie qu'au moment de l'affaire Skripal, de l'empoisonnement de l'ex-agent double au Royaume-Uni, il y a eu l'empoisonnement de Litvinenko par le polonium en 2006. Donc voilà, les événements se succèdent, on ne les interprète pas et en tout cas, on les empile. Donc avec Julien, dans notre livre « Poutine, la stratégie du désordre », on met tout à plat. Et donc, on ouvre le livre d'ailleurs par ce qu'on appelle les mécanismes du désordre, ce qu'on a constaté, sur lesquels on a travaillé, et tout est sourcé dans notre livre. Et donc, les mécanismes du désordre, eh bien, c'est le révisionnisme historique, l'agit-propre, et donc il y a beaucoup question des médias, et j'ai de rappeler à quel point la situation est préoccupante pour les médias en Russie. Ne serait-ce qu'un journal comme Novaya Gazeta a eu 6 collaborateurs qui ont été assassinés tout de même. C'est quand même dramatique. Puis l'exemple d'Irina Slavina, effectivement, récemment, qui s'est immolée par le feu de désespoir. Il y a donc l'agit-propre, le révisionnisme, la transformation de l'armée. Il y a les mythes aussi. Qu'est-ce que le poutinisme? Voilà, il y a d'autres choses. On a fait les mécanismes des ordres et dans la seconde partie du livre, on a fait la géopolitique du désordre, c'est-à-dire tout ce qui a été mis en place à travers les régions du monde. Donc, il y a l'Ukraine, bien sûr, qu'on a appelé alto-révolution de couleur, parce que l'Ukraine est un tournant, en fait, dans la politique même de Vladimir Poutine. Bien sûr, avant, il y a eu la Géorgie en 2008, mais l'Ukraine représente vraiment un tournant. Et là, tout va être mis en œuvre, tout ce qui a été cumulé, justement, toutes les expériences, tous les tests qui ont été faits les années précédentes vont être mis en œuvre en Ukraine, que ce soit avec les mercenaires, que ce soit par exemple avec les cyberattaques qui avaient été testées dès 2007 en Estonie, que ce soit avec la propagande qui est terrible, qui s'est abattue sur l'Ukraine. Donc tous les instruments ont été appliqués en Syrie. Ensuite, il y a eu bien sûr l'intervention en Syrie. Donc là aussi, c'est une démonstration de force et elle a été faite. Il y a l'ingérence, donc il y a aussi un chapitre sur les États-Unis, bien sûr, avec l'ingérence électorale dans les systèmes électoraux américains et le retour de Joe Biden. Et on a retrouvé des déclarations de Joe Biden quand il était vice-président d'Obama, où il avait été extrêmement sévère sur Vladimir Poutine en disant Vladimir Poutine veut saper l'ordre international. Donc, et puis ensuite, on passe à la Chine, qui est le partenaire contrariant, qui est partenaire sur pas mal de points de vue, mais qui est un géant économique par rapport à la Russie. Donc, c'est pas tout à fait ses partenaires contrariants. On passe aussi à l'Europe, avec toutes les tentatives de déstabiliser l'Europe.
Et on aborde aussi l'Afrique, hein, qui est un territoire maintenant de conquête pour la Russie, mais via les armes, l'exportation d'armes, via l'exportation aussi des mercenaires. Et puis, on passe aussi au Grand Nord, qui est devenu un enjeu extrêmement stratégique et qui a été remilitarisé énormément par Vladimir Poutine. Donc voilà, donc nous, c'est une mise en perspective de tout cela pour savoir, voilà, qui est M. Poutine depuis 20 ans. Encore une fois, il est depuis 21 ans au pouvoir, il va arriver en 21 ans là, au mois de mai. Depuis 20 ans, donc les jeunes Russes n'ont connu que Vladimir Poutine, depuis ceux qui ont 20 ans n'ont connu que lui. Il est pour nous le précurseur un peu du désordre, ce qu'on appelle la stratégie du désordre, hein, c'est-à-dire qu'il est arrivé bien avant même Xi Jinping, il est arrivé avant Erdogan, il est arrivé avant pas mal d'autres qui jouent un peu dans la même cour. Et nous, on pense que c'est un régime autocrate. Julien va vous expliquer tout ça, mais c'est un régime autocrate. Nous, on ne parle pas des autorités, on ne parle pas de l'autorité, on dit que c'est un régime autocrate et qui a pour but de saper l'ordre international qui ne lui convient pas. Et donc, parce que ça ne lui convient pas, il va essayer de le changer et sans passer par les, bien qu'encore une fois, les Russes se disent très, très légitimistes. J'ajoute pour conclure et laisser la parole à Julien que lors d'un autre webinaire, pardon, on a fait un autre, l'ambassade russe maintenant tweet contre ce livre, contre nous, avec le hashtag Stop Russophobie. Et ça, je vais conclure là-dessus en disant que la russophobie est la plus grande arme développée par le régime de M. Vladimir Poutine contre tous ceux qui critiquent sa politique. Et donc, s'il y a une adhésion, en fait, c'est pas parce qu'on critique Macron qu'on devient francophobe. C'est pas parce qu'on a critiqué Trump ou même Biden ou d'autres qu'on devient américanophone. Donc c'est vraiment c'est une arme. Donc on critique Vladimir Poutine, on est russophobe, ce qui est évidemment absolument pas le cas. La Russie est un pays fantastique et les Russes sont des gens voilà très appréciables et qu'on aime beaucoup. Ça n'a rien à voir, mais il y a identification sciemment entre le pays et son dirigeant. Voilà, à toi Julien. Merci Isabelle. Je vais rebondir là-dessus, mais d'abord bonjour à tous, merci de tous être là. Et puis bonjour, et puis merci bien sûr à Nicolas, à Arsène, à Alexis, à Jeanne pour cette belle invitation. Et puis j'ai vu quelques têtes connues. Alors bonjour Cécile et bonjour bien sûr Françoise Thom que l'on connaît bien parce qu'elle a été notre professeure, figurez-vous, à l'université. Donc voilà. Je rebondis sur ce que dit Isabelle. On s'est disputé avec Isabelle à un moment parce que je voulais mettre Pouchkine, Stravinsky, Tchaïkovski, Rimsky-Korsakov. J'avais mis toute une série de noms en disant mais elle est où la russophobie? C'est pas parce qu'on critique un système politique qu'on a un quelconque argument contre la culture russe qui a apporté tellement au monde. Alors, on s'est disputé gentiment, bien sûr, mais c'est juste pour vous donner un peu l'idée. On avait fait une liste absolument considérable de gens qui avaient amené des choses de la Russie au monde et qui démontraient bien qu'en gros, c'est la phrase qu'on dit, à quel moment, en contestant la légalité de l'invasion et de l'annexion illégale de la Crimée par la Russie, c'est une quelconque critique contre Pouchkine. Donc finalement, on a gardé Pouchkine. Donc voilà, donc tout ça pour vous dire que bien sûr, il ne s'agit absolument pas de russophobie. Et puis, en voyant ces critiques sur Twitter, on avait même envie de renvoyer vers les pages du livre où on explique que la russophobie est mise en avant comme un espèce de paravent de critique, c'est-à-dire que donc on ne peut rien dire. Voilà, soit vous adhérez pleinement, complètement, et vous nourrissez ce poutinisme, ou alors vous êtes russophobe. C'est assez manichéen. Alors, c'est un ressort qui n'est pas propre au poutinisme, en fait. Je veux dire, on a vu ça ailleurs, dans des régimes qui sont parfois plus durs. Alors, peut-être que certains diront, enfin bon, le poutinisme, c'est quand même déjà assez dur, mais disons, où la répression est plus ouvertement affirmée, quoi. En Syrie, par exemple, n'importe quel manifestant, même la personne qui revendiquait des élections ouvertes, des élections libres, des élections sous contrôle international, était un terroriste. Donc bon, on retrouve le même manichéisme dans un régime totalitaire, d'extrême droite, d'extrême gauche. On aura des mêmes mécanismes. Vous serez un social traître dans un régime d'extrême gauche et vous serez un agent du désordre. Voilà. Alors je voudrais aussi revenir et justement rebondir sur ce que disait Alexis pour ces concepts-là. Alors autorité, ordre, bien sûr, normalement,
on explique que s'il y a par exemple une guerre civile, il faut restaurer l'ordre. Et qui de mieux pour restaurer l'ordre qu'un autocrate, n'est-ce pas? Il ne bougera jamais, il restera là, n'est-ce pas? Alors ça, n'est-ce pas l'ordre absolu? Alors justement, on n'est pas du tout d'accord avec ça dans l'ouvrage, et on explique comment en réalité cet ordre-là n'est pas du tout un ordre, et que cette autorité n'est pas une autorité. Je vous donne un exemple pratique. Dans une classe, un professeur qui va vouloir avoir de l'autorité ne va pas, en bâillonnant les élèves, avoir de l'autorité. Ce n'est pas ça l'autorité. L'autorité, c'est que les élèves l'écoutent et il explique qu'il faut mieux faire ça et pour les raisons pour lesquelles il vaut mieux le faire, n'est-ce pas? Donc l'autorité, c'est quelque chose d'argumentatif et ce n'est pas quelque chose de forcé. Donc je souscris à cette démonstration d'Alexis tout à l'heure. Et c'est pareil pour l'ordre. L'ordre n'est pas quelque chose de forcé. L'ordre démocratique est bien plus robuste d'une certaine manière puisqu'il s'appuie sur la volonté des citoyens d'être ensemble et de voter et de respecter ce système-là. Le poutinisme s'appuie sur ce mythe que la démocratie, c'est le chaos. C'est ce qu'on explique dans notre ouvrage avec Isabelle. La démocratie, partout, c'est le chaos. L'alternance démocratique, c'est le chaos. D'ailleurs, qui le dit, ce n'est pas nous, c'est Vladimir Poutine. Il le dit. Il dit, vu la situation dans laquelle se trouve la Russie aujourd'hui, on ne peut pas se permettre une alternance de la situation économique et sécuritaire. On ne peut pas se permettre une alternance. Donc, on a bien compris que la démocratie, ce serait le désordre. En Syrie, en Libye, partout. Et si vous voulez, dans cette idée-là que la démocratie, c'est le désordre, je vous invite à aller regarder un petit peu les index généraux des pays scandinaves, qui sont toujours les mieux classés dans les stats de la démocratie. Alors, je ne sais pas si vous connaissez le Danemark, la Suède ou la Norvège, mais ce n'est pas du tout le chaos. Tout se passe très bien, les gens sont extrêmement civilisés, se parlent parfaitement, et voilà. Et si vous voulez, il y a une espèce de fatalité qui est de dire, donc si on permettait une alternance démocratique, alors le pays s'effondrerait. Et il y a cette espèce de ressassement, on a travaillé sur ce sujet-là spécifiquement avec Isabelle, dans ce côté un peu historique, de dire, en fait, à chaque fois dans l'histoire qu'on a une alternative, puis moi j'en ai parlé aussi avec des étudiants russes, la connotation d'alternance possible, que ce soit au moment de Godunov ou à la chute du soviétisme, il y a toujours une idée, du coup c'était le chaos, donc on ne peut pas changer en fait. Et à partir de cette espèce de postulat politique, donc comme on ne changera pas, on va mettre en place un décorum, c'est ce qu'on appelle une mythologie avec Isabelle, c'est-à-dire ce décorum-là, il est fondé sur un système de mythes, on appelle ça des fragments idéologiques. Parce qu'il n'y a pas une idéologie pleine et entière, comme le soviétisme, ou même des idéologies d'extrême droite, ou quelles que soient les idéologies. Il n'y a pas ce système vraiment hermétique comme ça, dont on ne peut pas sortir. Au contraire, c'est des emprunts. Si demain, l'environnement devient vraiment une cause nationale chez les jeunes Russes, on imagine tout à fait le poutinisme aller puiser dans le côté environnemental pour expliquer qu'en fait, à cause de l'ordre environnemental, et donc on ne peut pas se permettre d'alternance, vous voyez. Donc en fait, c'est un système, c'est une espèce de patchwork assez adaptatif, assez flexible en fait, qui va mettre en place les instruments de permanence d'un système qui est en fait un système qui est assez fondamentalement apolitique. Le système économique, n'est-ce pas, est un système capitaliste, relativement libéral, relativement interventionniste en fonction des moments. Le système idéologique s'inspire à la fois de la grandeur soviétique et à la fois de la grandeur du tsarisme, et puis bien sûr d'un nationalisme assez bon teint, puis assez grand public en fait. On s'inspire du patriotisme qu'on peut retrouver un peu dans tous les pays aujourd'hui. Et dans tout ça, on n'a pas de substance en fait. Ce dont on est absolument sûr avec Isabelle, c'est qu'il y a un ordre qui est tenu par les Siloviki. Alors ça, c'est sûr. C'est pareil, on avait listé un grand nombre de personnalités, alors soit des anciens du tchéquiste, du KGB, soit alors des jeunes du FSB, qui ont des postes extrêmement pertinents. Et on a vraiment travaillé sur les anciens, notamment sur la transition du soviétisme, et en fait, plusieurs personnes extrêmement pertinentes, notamment des anciens du KGB, expliquent qu'en fait, on a un transfert à ce moment-là. C'est-à-dire que le KGB, les tchéquistes de l'époque, sont les gardiens d'un ordre totalitaire ultra-idéologisé, en réalité, n'est-ce pas, à devenir les gardiens d'un ordre qui est un ordre oligarchique économique.
et qu'en fait, ce sont les mêmes hommes, ce sont les mêmes méthodes. En fait, elles vont être modernisées depuis, mais on change d'allégeance, c'est-à-dire qu'on change les intérêts qu'on protège. Voilà, c'est un peu ce qu'on explique notamment dans la partie du poutinisme dans notre ouvrage. Merci beaucoup, Julien. Donc, on a fini notre premier round d'intervention. Du coup, peut-être que déjà, bon, merci beaucoup Julien, Isabelle et Jeanne, que je n'ai pas remercié tout à l'heure pour ces mots, pour introduire cette discussion, comme on dit, avec la salle. Je vais juste ajouter une petite remarque par rapport à plutôt un constat par rapport à ce qui a été dit tout à l'heure sur la manière de traiter les gens qui ne sont pas d'accord. Et c'est vrai que dans différents systèmes autoritaires, et c'est vrai que je discutais récemment avec un ami turc et une amie vénézuélienne. Nous avons ce genre de discussion et nous sommes tous les trois assez critiques envers les régimes, les pouvoirs actuels, les personnes actuellement au pouvoir dans nos pays d'origine. Et ce qui est intéressant, c'est que nous sommes traités de la même manière par ces trois régimes, c'est-à-dire nous sommes considérés, entre guillemets, comme étant des traîtres. Bon, me traiter de russophobe, c'est un peu compliqué puisque je suis russe et en plus, j'ai aussi publié des livres sur la Russie, donc c'est un peu difficile, mais en effet, il y a cette volonté toujours de diaboliser, justement. Certains parlent de diabolisation de Poutine. Moi, je trouve qu'en Russie, il y a une forme en tout cas par le pouvoir russe, il y a une forme de diabolisation de tous ceux qui ne sont pas d'accord, même ceux qui ne sont pas des opposants, de ceux qui sont en désaccord, et que tout le système politique est finalement un peu basé aussi là-dessus. Alors, on va passer aux questions. Peut-être, Arsène, est-ce que toi, tu as des questions, ou est-ce que peut-être des gens, des étudiants membres de ADER ont des questions? Et sinon, si vous avez dans la salle, donc nous sommes plus de 75, donc c'est vraiment bien. Donc, vous pouvez poser des questions, uniquement ceux qui sont sur Zoom, hein, c'est plus simple. Vous pouvez poser des questions dans le chat. Vous pouvez indiquer que vous souhaitez poser une question dans le chat. Donc, le chat, c'est converser. C'est le bouton converser en bas. Et nous prendrons quelques questions. On ne pourra potentiellement pas toutes les prendre s'il y en a beaucoup, mais nous allons essayer de prendre le maximum de questions pour un échange. Arsène, je te passe la parole. Bon, c'était très instructif. Je n'ai pas forcément de questions très précises, mais je pense que le thème mériterait d'être exploré davantage, que de s'interroger, en fait, est-ce qu'il y a vraiment une diabolisation de Poutine dans les médias occidentaux, ou est-ce qu'il y a une diabolisation tout court, ou est-ce que c'est une réponse qui est nécessaire face à justement cet appareil médiatique absolument incroyable de l'État russe? Est-ce que c'est une réponse appropriée que doit mener l'Europe face à cette politique? Oui, je peux commencer à répondre. C'est pas du tout le but de diaboliser Vladimir Poutine. Vladimir Poutine existe, c'est un dirigeant. On ne conteste absolument pas cela. Simplement, c'est sa stratégie qui est mise en œuvre, qui est intéressante à analyser. Puisqu'on parle, malheureusement, on parle de la Russie, effectivement, sur des choses assez graves. On parle de la Russie en termes de dopage, on parle de la Russie en termes d'empoisonnement, on parle de la Russie en termes d'ingérence dans les affaires autrui, dans les affaires des autres pays. On parle d'intervention militaire, on parle de Wagner. Encore une fois, en Afrique, en ce moment, c'est assez préoccupant. Donc tout ça, pour nous, a motivé l'envie de tout mettre justement à plat, et non pas du tout, on n'est pas du tout dans une démarche de diabolisation, on est dans une démarche d'analyse en fait d'un régime qui est là depuis 20 ans, qui s'inspire de beaucoup de choses, mais qui exploite tout aussi, qui mène une propagande absolument hallucinante contre l'Occident et contre l'Europe notamment. Je vais donner un exemple très, très, très simple et qui va parler à tout le monde, c'est à propos du Covid-19. La campagne menée sur le Covid-19 contre l'Europe, contre ce qui se passait en Europe, alors que la Russie, malheureusement, non plus n'a pas été épargnée par la pandémie,
eh bien, c'est une campagne absolument très négative, très péjorative. Je citerai juste un exemple sur Sputnik qui a fait mine de poser la question, est-ce que c'était pas un moyen de se débarrasser des lieux en Italie quand ça commençait, quoi. Enfin, je veux dire, ça va jusque-là, quoi. Donc, il faut bien avoir aussi conscience de ce qui se passe en Russie et la propagande russe. Il suffit même de regarder, pour ceux qui parlent un peu le russe, de regarder la télévision, non pas seulement les médias de l'extérieur que sont RT et Sputnik, qui sont de vrais médias de propagande, mais de regarder aussi la télévision en Russie. Et c'était effrayant. Les Russes sont matraqués par une propagande qui est effrayante et qui dépeint tout le temps l'Occident et l'Europe comme un endroit de chaos, de désordre, comme disait Julien, etc. Et le dernier exemple que je prendrais, j'étais sur place en 2015 quand il y a eu ce qu'on appelle la crise des migrants, l'afflux des migrants en Europe. Ça a été une peinture sur une description de l'Europe absolument monstrueuse. Nous étions assaillis, débordés, avec des Syriens qui pensaient qu'à violer les petites filles. Je rappelle qu'à ce moment-là, en Russie, il y avait 2 réfugiés syriens. Voilà. Non seulement je souscris bien sûr à ce que dit Isabelle, mais je vais même, on cite d'ailleurs le rapport de RSF, Jeanne, dans l'ouvrage, où vous mentionnez un déluge de propagande, une nouvelle vulgate patriotique et néoconservatrice. Donc, il est très clair qu'il y a 2 niveaux pour voir un petit peu ça. On peut regarder ça sous un angle extrêmement idéologique et nous considérer comme des gens orientés au genre de choses. Et puis, il y a l'aspect factuel. Isabelle est journaliste, moi je suis politiste, je fais de la recherche, et on a mélangé nos méthodes qui, à différents niveaux, mais s'inspirent toujours de cet aspect absolument probant. On va toujours aller vérifier, et on s'est enrichi de ça, de ces méthodes, pour vérifier les faits qu'on avance. Donc, si vous voulez, nous ne sommes pas du tout ni des agents d'étrangers, ni des opposants, ni des gens anglais politiquement, ce genre de choses. Ça n'est pas du tout le cas. On est des gens qui étudient les phénomènes. Et en l'occurrence, on a analysé ce phénomène qu'on appelle le poutinisme. Donc, on se fonde sur une analyse parfaitement factuelle, en décrivant factuellement le système qui est en place et qui, je continue presque la liste d'Isabelle, a aussi produit une déstabilisation dès qu'il y a un mouvement social, un coup d'État au Monténégro, une tentative de sable des accords gréco-macédoniens, l'armement de pays qui ont peut-être des velléités dans les Balkans, qui, dès qu'il y a une possibilité de diviser les Occidentaux, s'infiltrent dans cette brèche et effectivement font usage d'outils qui sont à la fois des outils médiatiques et des outils de ce qu'on appelle en général, mais mal, le renseignement, mais disons tout ce qui est un petit peu discrétionnaire comme action, et notamment le renseignement militaire, même en termes de propagande, afin de déstabiliser des compétiteurs. Alors, est-ce que c'est des ennemis des compétiteurs? On peut discuter de ça, mais très clairement, vu du Kremlin, pas vu de Russie. Et vous noterez que dans l'ouvrage, on ne parle jamais de la Russie. En général, pour parler toujours du poutinisme, on parle toujours du Kremlin ou éventuellement de Moscou. Mais donc, vu du Kremlin, on fait feu de tout bois, on utilise tous les moyens, parfois avec une certaine maestria, parfois, bon, quand même, il y a des choses quand même qui se voient beaucoup, parfois il y a des choses qui sont signées, je veux dire, l'usage du Novichok ou du polonium, bien sûr, ça n'est pas anodin, ça se voit, les services de renseignement étrangers le repèrent, donc c'est aussi une manière de signaler qu'on se permet de faire ces actions-là. Il y a un côté intimidation. Et puis, on va plus loin. Il y a aussi des intimidations militaires, avec l'intervention d'aéronefs. Alors, parfois, c'est des chasseurs. Et puis, parfois, c'est des bombardiers stratégiques, avec leur transpondeur, vous savez, ce qui signale la présence, avec leur transpondeur off. Donc, on ne sait pas qu'ils sont là. Donc, c'est quasiment un acte hostile, je veux dire, en relation internationale, avec leur transpondeur off qui vont pénétrer dans notre espace aérien. Alors, c'est à la fois pour tester nos défenses, pour voir combien de temps nos chasseurs mettent à décoller, les Eurofighters britanniques, les Rafales français. Et ça arrive des centaines de fois par an.
L'OTAN a donné un rapport il y a peu, en janvier, me semble-t-il, sur cette question-là, et il y a eu plusieurs centaines d'incidents de ce genre. Alors, je vous le dis, l'OTAN qui est toujours parfaitement diabolisée, y compris d'ailleurs dans les messages sur Twitter qu'on reçoit, où on apprend donc d'ailleurs officiellement que la Russie veut la destruction de l'OTAN. Je veux dire, c'est dit noir sur blanc sur Twitter. Et donc, l'OTAN qui est toujours soupçonnée d'invasion de la Russie. Alors, je ne sais pas si vous connaissez un peu l'OTAN, mais si vous avez quelques contacts ou même si vous regardez les rapports de l'OTAN, on s'apercevra bien que c'est une organisation de défense et pas du tout offensive. Donc l'idée n'est pas du tout d'envahir quelque pays que ce soit de la part de l'OTAN. Donc ça n'est pas le cas. Mais évidemment, par exemple, Sergueï Shoigu dépeint l'OTAN comme le fomenteur, l'organisateur des manifestations démocratiques en Biélorussie. Il y aurait des fomenteurs de troubles qui seraient entraînés en Lituanie et en Pologne pour aller déstabiliser la Biélorussie dans des pays de l'OTAN. Donc, bon, là, on nage dans un mythe complet, par exemple. Vous voyez, quand on parle de mythologie avec Isabelle, dans notre ouvrage, c'est de ça qu'on parle. On invente des choses. Non, l'OTAN n'entraîne pas des terroristes. Oui, parce que Sergueï Shoigu parle aussi d'un contexte de terrorisme international pour la Biélorussie. Alors, je ne sais pas s'il fait référence au djihadisme, mais alors, vraiment, ça fait vraiment quasiment 20 ans que je fais des sciences politiques. Et je n'ai jamais entendu parler de djihadistes biélorusses à Kiev, à Minsk, pardon. Donc, bon, alors je ne sais pas. Mais enfin, vous voyez, on réunit tout un tas de menaces extrêmement diffuses. Et puis, ça a été dit, je crois, par Jeanne tout à l'heure aussi, avec des lois un peu vagues. Donc, on se permet comme ça d'emprunter des fragments et puis on les coud un peu ensemble. Et puis, ça nous fait une espèce de pièce propagandiste qui n'est pas très brillante, j'ai envie de dire. Je veux dire, dans le fond, ça se voit quand même que tout ça est cousu de fil blanc. Je voyais les sourires quand je parlais de djihadistes à Minsk. Mais voilà, comme le disait Isabelle, on zappe, ça passe vite, vous voyez. Ça fait toujours une contradiction aux faits, ça fait toujours une dilution de la réalité. Et au final, on est passé à autre chose et on retient quoi? On retient que, bon, il y avait plusieurs versions, quoi, plus ou moins vraies, plus ou moins fausses. Donc, vous voyez, même si ce n'est pas très bien réalisé, finalement, l'œuvre est active. Merci beaucoup, Julien. Oui, juste pour ajouter un petit mot peut-être par rapport à ces mythes aussi, à cette construction, par rapport aussi à ce que disait Isabelle, quand on regarde la télé russe en Russie depuis pas mal de temps, moi je le fais depuis plus de 20 ans forcément, on sent une évolution aussi. On sent une évolution du discours et on sent une évolution aussi de la qualité, entre guillemets, c'est-à-dire que moi je trouve qu'il y a une qualité technologique, qu'il y a une amélioration qu'on peut déplorer aussi, c'est-à-dire que ce discours est de plus en plus, il devient de plus en plus convaincant, même s'il est de plus en plus tordu, et en même temps, il se tourne vers des choses qui sont assez extrêmes. Par exemple, on peut penser, mais comme disait Julien, on l'oublie, on peut penser à cette caricature, à cette émission à caractère raciste envers Barack Obama, qui a été diffusée sur NTV, dans une émission qui est présentée par le mari de Margarita Simonyan, qui est la chef de Russia Today. Et finalement, on a été quelques-uns à s'émouvoir de cela et à le souligner, mais ça reste assez peu et parfois, malheureusement, ça passe. Donc, voilà, on a ce sentiment-là. Alors, nous avons plusieurs questions qui sont posées dans le chat. Je vous rappelle que vous pouvez aussi poser une question en levant la main. Moi, ce que je propose, c'est que je vais vous lire 3 questions et je vais vous laisser répondre. Donc, Isabelle, Julien et Jeanne, bien évidemment, n'hésite pas aussi à intervenir. Donc, une question de Fabrice Thomas. Julien Théron, donc Julien, dit que le FSB est le gardien du pouvoir et de l'oligarchie. Or, je lis ici et là que les Siloviki détiennent le pouvoir. Qu'en est-il? Qui garde qui? Alors, deuxième question, Olga. Donc, ce n'est pas Alexis Prokopiev qui pose la question, c'est Olga qui pose la question. Comment est-il possible de contrer cette campagne de l'Occident ennemi? Toutes les sanctions prises contre des proches de Poutine sont transmises auprès de la population comme des sanctions contre le peuple russe, et les problématiques internes sont mises sur la faute des sanctions occidentales. Quelles initiatives européennes sont possibles? Notamment, on a vu la communication du pouvoir russe par rapport aux nouvelles sanctions qui viennent d'être prises au niveau européen. Ensuite, donc Catherine Kraus pose la question:
considérez-vous que la reprise juridiquement confortée des cathédrales orthodoxes de Nice et de Paris fait partie de la stratégie non pas du désordre, mais justement de la reprise du pouvoir de la Grande Russie? Voilà 3 questions pour vous. Moi, je veux bien prendre la première. Le FSB est le successeur du KGB, qui est le successeur plus ou moins, là, il y a des périodes un peu compliquées, je vous les passe, mais de la GPU, qui est le successeur de la Tchéka. On est dans une continuité historique depuis Dzerzhinsky, c'est en droite ligne, quoi. Vous savez, par exemple, qu'on a beaucoup parlé de guerre hybride, ce genre de choses, mais enfin, c'est des choses qui existent depuis des décennies de la part des Siloviki. Et les Siloviki, donc Siloviki, c'est la force, hein, donc c'est les gens du système de force. Donc, en fait, le FSB en fait partie, si vous voulez. Il y a le FSB, il y a le groupe pour le renseignement militaire, mais il y a aussi le ministère de l'Intérieur, il y a aussi la police des frontières. En Tchétchénie, il y a la police du pétrole. Enfin, c'est un système de personnes qui font partie des différentes structures de force et qui détiennent ce pouvoir-là, qu'on appelle les Siloviki, mais le FSB en fait partie. Oui, j'ajouterai rien sur cette question parce que les Siloviki, en fait, désignent tous les membres des organes sécuritaires, militaires, policiers en Russie. Donc, le FSB, évidemment, en fait partie. Je vais donc m'atteler peut-être à la deuxième question sur les sanctions et sur les initiatives européennes. Les sanctions ont été prises à chaque fois, elles ne sont pas dirigées évidemment contre le peuple russe, elles visent des personnalités. Donc, elles visent des personnalités avec plus ou moins de bonheur d'ailleurs, les dernières étant celles qui ont été jugées compromises dans l'emprisonnement puis l'arrestation d'Alexei Navalny. Donc, c'est toujours assez ciblé. Maintenant, évidemment, ça montre assez bien ses limites parce que ça ne change en rien la politique de Vladimir Poutine, ça ne suffit pas à l'influencer. Mais qu'est-ce qu'il y a d'autre? Qu'est-ce que peut faire l'Europe par rapport à cela? Je vais quand même prendre la dernière initiative qui a été le déplacement de Joseph Borrell, le chef de la diplomatie européenne à Moscou, en pleine polémique sur l'empoisonnement et l'arrestation, puis l'arrestation d'Alexei Navalny. Il y va dans une démarche encore conciliatrice. Il fait même il parle même, pour être agréable, il parle même d'ailleurs du vaccin Sputnik V en disant que c'est prometteur, etc. Donc, il y a une démarche conciliatrice encore vis-à-vis de la Russie et en pleine conférence de presse de monsieur Borrell aux côtés de Sergueï Lavrov, le ministre des Russes des Affaires étrangères, il apprendra par les réseaux sociaux que 3 diplomates européens sont expulsés pour avoir participé, entre guillemets, c'est-à-dire pour avoir observé les manifestations pro-Navalny. Donc c'était un camouflet, c'était évidemment une gifle. Une gifle. Donc, quelle est la démarche que peut avoir l'Europe, puisque quand elle se montre conciliatrice, eh bien, elle se prend des camouflets, ou en tout cas, ça ne marche pas. Les sanctions, c'est faute de mieux, parce qu'évidemment, on ne va pas déterrer la hache de guerre non plus. Donc, moi, je pense qu'il faut il faut être lucide par rapport à qui nous avons affaire. Nous avons affaire encore une fois, à un régime qui veut saper l'ordre international et particulièrement en Europe. Vladimir Poutine, l'Europe, ça l'ennuie en tant qu'entité. Lui, ce qu'il préfère, c'est les relations bilatérales qui se nouent de pays à pays. Quand c'est le groupe, ça l'ennuie beaucoup. Et d'ailleurs, sur les sanctions, il faut l'unanimité de tous les pays européens qui, jusqu'à présent, ça a tenu. Mais M. Poutine a essayé par tous les moyens d'enfoncer un coin avec les Grecs, avec les Italiens, voire avec les Français. Ça n'a pas marché. Donc voilà. Mais encore une fois, la Russie gouvernée par M. Poutine pose effectivement un problème à l'Europe. Et je voudrais juste mentionner que en Scandinavie, qui ne sont pas quand même des va-t-en-guerre, eh bien, la Suède a rétabli son service militaire en raison de ce qu'elle considère comme une menace venant du Kremlin. Alors, Pardon. Non, mais il nous restait une troisième question. Alors peut-être tu veux la faire, Julien. C'était sur la reprise. Oui, je dis juste un mot sur la reprise de la cathédrale sur les territoires français, notamment à Nice. Ça fait évidemment partie de la stratégie de
du régime de M. Vladimir Poutine qui s'appuie de plus en plus sur la religion. Alors il a même réintroduit la religion dans la Constitution avec le vote du 1er juillet 2020 pour remanier la Constitution. Il réintroduit la religion. Et évidemment, pour lui, ça appuie son pouvoir, c'est une aide à son pouvoir, etc. En plus, après ce qui s'est passé en Ukraine, l'Église russe a énormément perdu puisque l'Église a retrouvé, l'Église ukrainienne, orthodoxe ukrainienne, a retrouvé de nouveau autocéphale. Tout ça, nous l'évoquons aussi dans le livre. Moi, je voulais revenir un peu sur cet aspect de camouflet européen. Il y a quelque chose qui est extrêmement important, c'est l'unité des Européens. Le Kremlin essaye toujours de négocier avec les États, et jamais avec l'Union européenne. Et l'Union européenne a du mal à s'imposer, notamment précisément, ne serait-ce que du fait des États. Et ça, c'est très compliqué. Et tant que je crois qu'on n'écoutera pas vraiment les Baltes, les Nordiques, les Britanniques, les Polonais, je crois qu'on n'arrivera pas à se positionner. Donc, lucidité, disait Isabelle, donc lucidité et unité, je crois que c'est vraiment les deux valeurs. Les sanctions, elles ont un effet. Alors, le problème, c'est que c'est un grand classique des sanctions. Il y a un vrai débat en relations internationales. Hein. Est-ce que les sanctions fonctionnent? Je peux vous donner globalement la réponse générale, c'est plutôt non. Mais il y a différentes écoles qui n'en pensent pas la même chose. Ce que je veux dire par là, c'est que le régime va toujours transformer les sanctions internationales en armes contre son propre peuple pour retourner la misère du peuple contre la communauté internationale. Ça a été fait par Saddam Hussein en Irak, c'est fait par le régime iranien par rapport à la communauté internationale, c'est fait par les Syriens contre le peuple naturellement, c'est fait en Russie, et là, naturellement, je vous parle de régimes qui n'ont strictement aucun rapport pur, à part précisément l'autocratie, n'est-ce pas? Mais ces sanctions-là, elles se retournent souvent contre le peuple parce que précisément, tous les régimes autocratiques sont des régimes relativement kleptocratiques, c'est-à-dire des régimes qui se saisissent des intérêts stratégiques, c'est des régimes qui sont assez pyramidaux, et donc en fait, les proches du pouvoir vivent en général souvent bien mieux que le reste de la population. Je veux dire, c'est pas quelque chose de bien nouveau, mais du coup, si vous voulez, c'est la population qui en souffre le plus, et le régime explique que c'est à cause des Occidentaux. On se souvient tous, n'est-ce pas, de la propagande irakienne de Saddam Hussein en disant, vous les Occidentaux, vous avez tué 1 million d'enfants irakiens, n'est-ce pas? Justifié de la part du Kremlin comme une preuve de l'antagonisme de l'Occident. Mais les sanctions, elles n'interviennent pas par une espèce de manque d'appétence de l'Occident contre la Russie. Pas du tout. Elles interviennent parce qu'il y a eu invasion d'un territoire européen voisin contre le droit international et contre le mémorandum de Budapest, vous voyez, sur le cas ukrainien, et puis on peut parler d'autres sanctions. Donc je veux dire, c'est peu des sanctions financières contre quelques individus par rapport à l'invasion d'un pays voisin et au fait d'annexer une partie de son territoire. Enfin, je veux dire, on parle quand même d'un conflit qui, dans l'est de l'Ukraine, a fait quand même des milliers et des milliers de morts. Donc, je veux dire, quelques sanctions économiques, c'est pas bien développé. Et c'est pas bien efficace non plus, il faut bien le reconnaître. Ça n'a pas fait tomber aucun de ces régimes-là. Saddam Hussein, c'est pas ça qui l'a fait tomber. Le régime iranien, la pression maximale de Mike Pompeo n'a pas marché, et les sanctions européennes ne marchent pas sur le poutinisme pour l'instant. Mais je crois que les Russes, puisqu'il faut bien écouter les Russes, et on n'est pas plus russophobe quand on écoute un démocrate russe que quand on écoute un autocrate russe, n'est-ce pas? Alors, si l'on écoute les Russes démocrates, eh bien, je crois qu'ils ont parfaitement compris la chose, et c'est bien eux qui en parlent le mieux, c'est pas nous. Je veux dire, la question n'est pas de savoir quel devrait être le régime en Russie, la question est de savoir, est-ce qu'on peut demander aux Russes ce qu'ils en pensent? Merci Julien. Oui, juste une petite précision là-dessus sur la question des sanctions. En effet, aussi bien donc Russie Liberté que par exemple les proches de Navalny, on a distingué deux types de sanctions. Hein. On a distingué des sanctions qu'on appelle des sanctions injustes et qui toucheraient l'ensemble de la population russe ou des parts entières de l'économie russe,
et des sanctions justes qui sont les sanctions ciblées. Donc nous, au même titre que l'équipe d'Alexei Navalny, Russie Liberté, on a toujours été en faveur uniquement des sanctions qui sont ciblées contre des personnes comme par exemple la liste de Magnitsky. Et d'ailleurs, je pense que si les Russes apprenaient qui étaient les personnes, notamment les oligarques ou les proches du pouvoir qui sont dans cette liste de sanctions, je pense qu'ils seraient favorables. En réalité, s'ils étaient pleinement informés sur ces sanctions, ils seraient favorables à ces sanctions. Et juste pour la question, est-ce que ça nuit ou pas au régime de Poutine? Moi, je pense qu'il y a un indicateur qui est assez clair. On a vu récemment le Kremlin être dans un activisme, dans un lobbying extrêmement actif contre les sanctions personnelles. Et je pense que ça montre justement que ça les touche, que ça les touche et que ça les inquiète. Mais j'en dis pas plus. On va prendre 3 autres questions, si vous voulez bien. Alors, une question de Marina Ignatieva qui nous dit « Vous parlez de la propagande anti-Occident en Russie. Comment appellerez-vous la façon de traiter la Russie dans les médias français ?» Bon, je pense que Marina n'était peut-être pas au début quand on a dit qu'il fallait distinguer le pouvoir et le pays, mais je vous laisserai répondre à cette question, bien évidemment. Alors, je prends que les questions, hein. Alors, Adrien, question assez longue, donc je vais essayer de la résumer. Quand on essaie de discuter avec certains amis russes, il est difficile de communiquer. Bon, avec nous, il n'y a aucun souci. À force d'entendre des nouvelles négatives dans les médias occidentaux, encore une question sur les médias, ils ont développé des opinions très tranchées, manichéennes, pro-Poutine et anti-occidentaux. Donc, la question d'Adrien, je fais lire. Comment rétablir un dialogue compréhensible et constructif avec ce type de personnes de bonne foi? Ok. Une autre question de Kylian. Y a-t-il un risque, selon vous, que Novaya Gazeta ne soit pas fiable? Donc, plusieurs questions sur les médias. Peut-être, Jeanne, tu voudrais en dire quelques mots. Et puis, une question de Nicolas Gontier, que je salue. Bonjour, merci pour cette visioconférence. Mes connaissances russes me parlent souvent de l'image positive de Poutine qui a redressé le pays après les années 90. Aujourd'hui, 1 euro vaut 90 roubles. Ça, c'est vrai, c'est une situation économique qui est très difficile. On est loin des grandes années. Pensez-vous que l'économie et la baisse du prix d'achat de la classe moyenne urbaine aura raison du poutinisme? Voilà 4 questions. Qui veut commencer à répondre? Allez-y. Isabelle, peut-être, ou Jeanne, sur les questions des médias? Oui, je vais commencer, mais je vais laisser la parole à Jeanne. Effectivement, encore une fois, sur les médias, c'est plus moi qui ai connu d'ailleurs les débuts de la démocratisation en Russie post-soviétique avec la naissance des médias, c'était une effervescence absolument générale. Il y avait beaucoup de choses. Et puis aujourd'hui, on n'est plus du tout là-dedans. C'est-à-dire qu'on est encore une fois. Vous disiez, Alexei, il y a beaucoup de technologies. Moi, j'ai visité même Russia Sivonia, qui est la maison mère de RT et Sputnik. On dirait une salle de marché. C'est très moderne, etc. Ils ont beaucoup de moyens, justement. Peut-être ils en auraient eu plus, d'ailleurs, s'il n'y avait pas eu la crise financière, mais ils ont beaucoup de moyens. Mais le contenu est absolument épouvantable. Et encore une fois, c'est uniquement dirigé dans les intérêts du Kremlin. Donc, on n'a pas beaucoup parlé sur l'Occident, etc., mais sur la situation intérieure en Russie, prenons la situation intérieure en Russie. Jusque récemment, jusqu'à son arrestation, le nom de Navalny n'était jamais prononcé, ni par le président, ni par les médias du Kremlin, c'est-à-dire tous les médias publics. Jamais le nom de Alexei Navalny n'était prononcé. Il y a eu un ordre subitement, et donc son nom est maintenant, il est prononcé toutes les 2 secondes sur les médias publics, mais pour être dénigré, pour être traité de nazi, d'agent de l'étranger, etc. Donc maintenant, c'est extrêmement violent sur lui. Mais alors maintenant, on prononce son nom. Mais c'est très récent. C'est depuis son arrestation, son retour après l'empoisonnement. Donc voilà. Donc même sur la situation intérieure, moi, j'ai assisté à des petites manifestations. Des fois, j'allais en province pour des petites manifestations, souvent sur des thèmes environnementaux, pour le contrôler des charges, etc., qui était une préoccupation des Russes sur le terrain. Et bien, ça ne faisait jamais l'objet. Jamais je n'ai vu des reportages sur la vie quotidienne des Russes sur un média, une chaîne de télévision en Russie. Jamais. On ne parle que de l'Ukraine pour dire que c'est tous des nazis ou des choses comme ça. Et on ne voit jamais de reportage même sur la vie quotidienne des Russes. Donc moi, ça m'avait quand même beaucoup interpellée. Et donc après, sur les médias indépendants, ils sont de plus en plus restreints. Ils vivent de plus en plus mal, comme l'a dit tout à l'heure Jeanne. Ils vivent d'ailleurs
économiquement, c'est extrêmement difficile pour eux. Ils payent parfois de leur personne aussi cette mission, donc c'est vraiment très très difficile pour eux. Ce qu'il reste un peu aujourd'hui, c'est l'accès à Internet, mais qui se restreint de plus en plus et qui est de plus en plus contrôlé et qui est de plus en plus soumis à des législations absolument délirantes, quoi. Donc voilà, c'est un espace qui se restreint. Et donc moi, je connais beaucoup de Russes qui n'ont plus la télévision, qui ont refusé qui ne regardent même plus la télévision parce que c'est insupportable. Je veux dire, encore une fois, RT ou Sputnik se disent, leur grand argumentaire, c'est de dire, mais il y a France 24, il y a CNN, la BBC, le Kremlin a bien le droit de faire entendre son point de vue. Bien sûr, mais je veux dire, nous, on se considère pas ni la France 24 ni la BBC comme étant au service d'un régime. C'est quand même une très très grande différence, et ça, ils oublient tout le temps de le signaler, bien sûr. Voilà. Jeanne, vas-y, je te laisse un peu la parole. Oui, merci Isabelle. Justement, pour rebondir, je vais pas en parler très longtemps, mais pour rebondir sur ce que tu viens de dire, on peut citer par exemple Margarita Simonian, encore une fois, qui dirige RT, qui, dans un débat la semaine dernière à la télévision, la première chaîne publique qui est regardée par énormément de Russes, explique que son média est une armée en fait au service du Kremlin. Donc je crois que là c'est assez clair, et je pense qu'on ne peut pas comparer un média comme RT à des médias français ou britanniques qui ont des chartes d'indépendance assez claires dans leur comment dire dans leur règlement. Donc, pour moi, c'est une question totalement différente. On a une vision des médias qui est différente. Et le principal pour un journaliste indépendant, c'est d'être honnête quand il rapporte les faits. Alors oui, effectivement, il peut y avoir des journalistes qui ne sont pas de bonne foi, y compris dans des médias occidentaux. Mais là, on assiste clairement à quelque chose d'orchestré, à une volonté organisée de diffuser des informations qui sont qu'on sait ne pas être fiables ou être déformées. Je me permets d'en dire un mot justement parce que je crois que le gros problème, c'est d'appeler tout ça les médias, comme si c'était la même chose. Non, il y a des organes de propagande qui sont, comme le disait Jeanne, je veux dire, c'est pas moi qui le dis, c'est eux-mêmes, une armée au service du pouvoir. Bon, les choses sont claires. Alors ça, c'est un bras politique avec des buts très précis de lutter contre. À côté de ça, il y a des médias indépendants avec des chartes d'indépendance, donc, et puis de sérieux, qui vérifient leurs informations et tout ça. Alors évidemment, tout le monde est humain, donc tout n'est pas toujours absolument parfait. Il peut y avoir des erreurs et quelques individus parfois. Mais je veux dire, on ne parle pas du tout du même métier, quoi. On ne parle pas du tout du même process. Et ça, je crois qu'il faut absolument le faire. Par exemple, il y a une question, Alexis, je me permets aussi, je l'ai lu dans le chat, il y a aussi une question sur, je cite, la propagande des médias occidentaux par rapport au vaccin Sputnik. Mais je vais vous expliquer un truc. Le hasard veut que j'ai étudié la science au début, et en fait, quand le vaccin a été annoncé, les tests n'étaient pas achevés. Donc, évidemment, les médias occidentaux n'allaient pas dire « Oh, gloire au poutinisme qui a trouvé un vaccin fantastique ». On n'allait pas dire ça parce que les scientifiques eux-mêmes ont dit « Oui, ben vous êtes gentils, mais les tests ne sont pas du tout finis, donc en fait, on ne sait pas du tout si c'est efficace ». D'ailleurs, le message que vous pouvez lire dans le chat le dit. Aujourd'hui, il est démontré qu'il est efficace. Et effectivement, aujourd'hui, il a été démontré qu'il était efficace. D'ailleurs, il y a une erreur parce qu'il est dit que les vaccins occidentaux sont efficaces à 70% dans ce message-là, alors que c'est entre 84 et 94%. Donc, il y a quelque chose d'inexact. Mais c'est juste pour vous dire que si les médias ne parlent pas, ne font pas confiance, ne déroulent pas le tapis rouge à l'annonce par le pouvoir politique de sa gloire qui a trouvé un vaccin, c'est juste parce que les tests n'ont pas été réalisés. Et si, une fois qu'il est démontré
et que, entre-temps, il y a eu d'autres vaccins qui ont été démontrés. Donc, en fait, on essaye de jouer, si vous voulez, un coup politique en disant, vous voyez, nous, on a trouvé le vaccin qui est le plus efficace avant les autres. Mais non, il n'était pas testé avant les autres. Et les autres, donc, ont été les premiers à être testés. Donc, nous, en Europe, on a commandé les premiers qui étaient aboutis, qui ont été testés, vous voyez. Et ensuite, le vaccin russe a été testé comme efficace. Et c'est très bien. On a pleinement confiance dans la science russe. Il y a d'immenses scientifiques russes en sciences exactes, en sciences sociales. Il y a de la recherche spatiale. Enfin, bien sûr qu'on peut tout à fait leur faire confiance. Mais enfin, encore faut-il le démontrer. Et en l'occurrence, il y avait un coup politique là qui était contestable. Donc, encore une fois, on ne parle pas de la même chose. Il y a des organes de propagande et puis des médias. Alexis, il y avait d'autres questions, mais j'ai oublié. Il y avait une question sur la situation économique, notamment le fait de la baisse du rouble et la question sociale. Est-ce que la question sociale peut contribuer aussi en Russie, à l'intérieur du pays, comment dire, à faire décroître le pouvoir poutinien? Très clairement, oui, parce que le rouble a dégringolé de beaucoup. Moi, je me souviens, quand je suis arrivée en 2014, il devait être à peu près être 42. Aujourd'hui, on est 90, on est passé par 100 même, etc. Donc, le rouble a perdu, mais c'est un indicateur. La situation sociale des Russes n'est pas bonne. Encore une fois, quand on sort des lieux de vitrine comme Moscou, qui est une très belle cathédrale, ultra moderne, etc., mais il suffit d'aller à 100 km pour tout d'un coup revenir très, très en arrière dans l'histoire même du pays. On a l'impression de revenir vraiment dans l'histoire, quoi, avec des hôpitaux qui sont dans les très, très mauvais états. Il y a peu d'investissement, finalement, par rapport à tous ceux qui ont été mis dans l'armée. Mais il y a aussi le cynisme des fois du pouvoir, toujours vis-à-vis de son propre peuple, à commencer, même avant les défis ou les camouflets contre les Occidentaux, c'est d'abord le cynisme du pouvoir vis-à-vis de son propre peuple. Encore un exemple, au moment de la Coupe du Monde de football organisée en 2018, j'étais aussi sur place. Le jour même de l'ouverture, c'est la première fois que la Russie organisé la Coupe du Monde de football, donc c'était un événement festif, etc. Le jour même où il y a la cérémonie d'ouverture et donc le pays hôte accueille une équipe, c'était donc l'Arabie Saoudite contre la Russie gagne, donc il y a un peu d'euphorie qui est très très vite retombée, puisque ce jour-là, ils ont annoncé la réforme des retraites. Donc c'était la concomitance des deux qui était terrible et que d'ailleurs les Russes ont très 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 mal vécu. Donc non, la situation sociale est vraiment très très mauvaise en Russie. Ouais. Et pardon Alexis, mais justement pour compléter, parce que la question était au début de son mandat, Poutine avait finalement acquis une certaine adhésion, une certaine popularité, puisqu'il avait permis aux revenus, en tout cas, de progresser, etc. Les résultats, aujourd'hui, si on regarde les résultats du système Poutine, ils sont mauvais, ça ne marche pas. Enfin, je veux dire, encore une fois, le pays reste extrêmement dépendant de ses ressources en hydrocarbures. Rien n'a été fait pour diversifier ces ressources-là, alors qu'on sait qu'elles sont pas pérennes ad vitam aeternam. Il suffit de prendre tous les indicateurs, on les a pris avec Julien. Pardon, tous les indicateurs sont largement derrière plein de pays. Et donc, le système ne marche pas. Je m'interromps parce que j'ai un chat dans la gorge. Pardon. Donc, voilà. Et ça, c'est une situation. Et donc, la popularité de Poutine a été, oui, au début, parce que au début, les gens lui ont fait confiance. Au début de son mandat, qu'est-ce qu'il allait faire? Et puis, les choses étaient... voilà, à partir de la crise financière de 2008, ça a commencé largement déraper. Et qu'est-ce qui s'est passé? L'intervention en Géorgie. Et puis voilà, c'est une fuite en avant, en fait, pour masquer les propres faiblesses de son pays. M. Poutine est entré dans une fuite en avant. C'est ça qu'il faut décrypter. Et je pense que pour ajouter à ça, en ma qualité d'enseignant d'économie à Sciences Po, c'est vrai que ce qu'on voit aujourd'hui, c'est une hausse très importante de la pauvreté en Russie, alors qui a été accélérée par la crise Covid-19, mais les derniers chiffres officiels d'Eurostat montrent plus de 20 millions de pauvres en Russie, donc des personnes qui vivent avec moins de 2 $ par jour, ce qui est vraiment catastrophique. Et les derniers chiffres officiels, encore une fois, d'Eurostat, je crois qu'il y a des questions sur les chiffres, montrent aussi
que pour la première fois, les inégalités, c'est-à-dire la différence entre les plus riches, la classe moyenne et les plus pauvres, sont plus importantes que lors des années 90. C'est les chiffres officiels économiques qui le disent, et bien évidemment, cela est aussi accentué par la baisse du rouble. C'est bien évidemment malheureux pour la population russe. Et qu'est-ce qu'on peut voir par rapport à Vladimir Poutine et son pouvoir? C'est que quand il est arrivé au pouvoir au début des années 2000, moi je m'en souviens très bien, sa campagne, c'était notamment, il y avait la campagne bien sûr sur la lutte contre le terrorisme, mais parmi ses promesses, c'était la lutte contre la corruption. Aujourd'hui, la corruption est 4 à 5 fois supérieure en montant à celle qui était pendant les années 90. Il faut bien le rappeler, il y a plusieurs rapports qui le montrent, dont un rapport de Russie Liberté que je vous invite à consulter sur notre site. Et il parlait aussi de diversification de l'économie, c'est-à-dire le fait d'arrêter d'être dépendant du pétrole et du gaz. On voit aujourd'hui, il y a eu des tentatives de diversification de l'économie russe, et heureusement, notamment dans la science, il y a eu des progrès importants. Et encore une fois, le fait de critiquer Poutine n'empêche pas de remarquer les différents progrès qui ont été réalisés dans la science en Russie, mais on constate que la diversification de l'économie est un échec. Est un échec pourquoi? Aussi à cause de la corruption, aussi à cause du détournement de fonds qui devait être justement consacré à d'autres secteurs économiques que le secteur des hydrocarbures. Donc aujourd'hui, on voit malheureusement une situation très, très compliquée en Russie. Alors, je me permets, Alexis, juste de rajouter deux indicateurs. L'indice de développement humain et derrière plus de 30 pays européens. La corruption est phénoménale, comme tu le signalais. Et puis, l'espérance de vie est de 10 ans de moins que dans l'Union européenne. C'est entre la Libye et le Bangladesh. Donc, il y avait une question sur la Libye aussi. Donc, c'est la même espérance de vie en Libye ou en Russie, à peu près. Donc, je veux dire, quand on parle de ça, on parle des réalités des Russes. Et juste une chose sur l'aspect économique également, je dirais que peut-être là où ça joue sur la stratégie russe internationale, c'est que ça ne permet pas d'autres actions. C'est-à-dire qu'effectivement, ça ne fait pas tomber le poutinisme comme système, mais ça contraint le poutinisme de limiter un petit peu la voilure qu'il déploie. Par exemple, la reconstruction en Syrie n'est pas possible de la Russie. Donc, ils ont demandé aux Européens de payer. Donc, vous imaginez bien qu'on a dit, oui, si on paye, vous organisez des élections libres avec les Allemands, donc ils ne vous ont pas voulu, bien sûr. Donc, la Syrie a toujours besoin de quasiment 1000 milliards de dollars. Mais du coup, la Russie, à cause des sanctions, ne peut pas investir, l'Iran de la même manière. Donc, au moins, peut-être, alors je ne dis pas que c'est forcément une bonne chose et que c'est efficace, mais ça permet de contenir un peu le champ d'action international. Oui, merci Julien. Et bien évidemment, on ne se réjouit pas de ces mauvais chiffres de l'économie russe, c'est un constat. Alors, je vous propose qu'on prenne, parce que je vois que l'heure tourne, je vous propose qu'on prenne encore 3 questions. Il y avait Cécile Vessier aussi qui voulait faire une petite remarque. Donc, je vous propose, je vous lis 3 questions, et ensuite, Cécile, je te laisse intervenir, et ensuite, je vous laisse conclure. Je suis désolé, je vois qu'il y a beaucoup de demandes de questions. Cette discussion, ce webinaire est passionnant, et on en fera... voilà. Alors, une question sur les pays baltes de Guillaume. Donc, sur les pays baltes, donc, quelle est leur part d'influence sur la politique de l'UE vis-à-vis de la Russie? Une nouvelle question d'Adrien, donc voilà, sur la question des années 90, le chaos et l'humiliation dont parle la communication poutinienne des années 90. Et donc la question d'Adrien par rapport à ça, comment informer est un enjeu crucial sur la question russe. Que peut-on dire de la part de mythes, de la part de réalité, sur la dureté de cette période sur la population russe? Bon, ça, on en a déjà partiellement répondu. Et puis, une dernière question d'Antoine. Même s'il est hasardeux de faire des pronostics, comment voyez-vous l'avenir du régime poutinien? Peut-il, selon vous, être renversé et laisser place à un régime plus démocratique où Poutine se maintiendra-t-il au pouvoir en 2036? Bon, vaste question à laquelle je vous laisserai bien évidemment répondre, tout en précisant par exemple que dans les derniers sondages, la popularité de Poutine a baissé, mais surtout la confiance. La confiance, elle est autour, si mes souvenirs sont bons, mais Cécile me corrigera sans doute, elle est autour de 35% aujourd'hui, donc ce qui est une confiance dans un régime autoritaire qui est extrêmement faible. Voilà, Cécile, je te laisse, tu voulais dire un mot, et puis après je vous laisse répondre à ces questions.
Oui, bonjour à tous. C'est juste 5 minutes. C'est en fait une réaction par rapport aux questions. C'est-à-dire, les auteurs, vous m'arrêtez si vous n'êtes pas d'accord, mais le livre n'est pas vraiment un livre sur la situation présente en Russie, même si bien sûr c'est abordé. Ça n'est pas non plus un livre qui se concentrerait sur les relations entre la Russie et l'Europe. Moi, ce que j'ai trouvé extrêmement fort dans ce livre, quand vous disiez, il y a des choses qu'on oublie au fil du temps. Oui, il y a des choses qu'on oublie au fil du temps, mais il y a surtout des choses qu'on ignore. C'est-à-dire, je vois, parmi les gens que je connais, je vois beaucoup de spécialistes de la Russie, des gens qui suivent la Russie un petit peu au jour le jour. Donc, qui savent, je dirais, quelles sont les interactions entre la Russie et l'Europe et le type de conflit éventuellement qu'il peut y avoir. Moi, ce que j'ai trouvé passionnant dans votre livre, c'est la façon dont, ok, vous parlez des relations de la Russie avec l'Europe dans un chapitre, mais vous parlez, et vous l'avez dit dans votre introduction, vous parlez par exemple de l'action de la Russie en Afrique, sur laquelle j'avoue, je connais très peu de choses, sur l'action de la Russie en Syrie, sur l'action de la Russie dans l'Arctique. Et en fait, ce qui est absolument passionnant, c'est de voir comment des outils très comparables que vous avez effectivement définis dans la première partie sont utilisés partout dans le monde. C'est-à-dire que il y a d'autres travaux et d'autres livres sur, je dirais par exemple, l'action des médias russophones ou francophones en France et russes francophones en France. Là, c'est une toute petite partie de votre sujet. C'est dans le sujet, bien sûr, puisque ça fait partie des armes de la propagande, mais votre thème, c'est vraiment de montrer comment des outils similaires sont utilisés dans différentes régions du monde. Alors, vous avez fait la liste, donc effectivement, le hacking des élections, donc effectivement, les mercenaires, effectivement, la propagande, etc., et sont utilisés. Et au bout du compte, pour quelqu'un, par exemple, comme moi, qui suis la Russie, je dirais sur les relations Russie-Europe, j'ai pas appris énormément de choses, mais on apprend énormément de choses et je dirais, on réfléchit surtout beaucoup en voyant ce qui se passe dans d'autres parties du monde et se dire, et ça justifie en fait du coup tout à fait votre titre, se rendre compte que oui, il y a des mêmes techniques de déstabilisation qui sont utilisées partout dans le monde, avec plus ou moins, je dirais, de propagande ici, plus ou moins de militaires. Moi, j'étais très surprise en voyant, par exemple, il y a eu des attaques d'avions sur la Norvège, donc dans l'espace aérien norvégien. Bon, et finalement, tout ça fait un tout cohérent qui ne se limite pas justement à la situation intérieure en Russie et à l'évolution de M. Poutine. C'est juste ce que j'avais à dire pour dire le sujet, c'est ça, et l'originalité du livre, c'est ça, c'est d'avoir une espèce de vue générale et complète sur les actions en politique étrangère de la Russie, et on se rend compte que finalement, c'est à peu près pareil partout, avec simplement des pourcentages différents. Tout ce que j'avais à dire. Merci beaucoup, Cécile, c'est très, très gentil à vous. J'apprécie beaucoup, en plus, sachant votre connaissance de la Russie, vos remarques. C'est exactement ce qu'on voulait faire, c'était une mise un peu en perspective, encore une fois, de tout cela. Simplement, je dirais que sur la situation intérieure en Russie, effectivement, mais tout ce que fait Vladimir Poutine, en fait, tout ce qui justifie, tout ce qu'il fait à l'extérieur, il le fait à l'intérieur. C'est-à-dire la propagande, les Russes en sont les premières victimes. L'armement, en fait, la création de la garde nationale en Russie, qu'on rappelle aussi, est une manière, et moi j'ai encore en mémoire ce décret qui m'a tellement effrayé, qui a été pris en 2016, si j'ai bonne mémoire, où la garde nationale pourra tirer sur la foule, y compris les femmes et les enfants, c'est écrit comme ça, en cas d'émeute. Donc en fait, tout ce qu'il fait à l'extérieur, il le fait lui-même à l'intérieur, il l'applique aux Russes. Donc ça voilà. Et donc il justifie d'ailleurs le désordre qu'il va poser à l'extérieur est justifié par l'ordre qu'il veut maintenir, la stabilité, comme il dit, par son régime. En fait, c'est toute sa propagande aussi. Donc voilà. Mais merci encore, Cécile. Pour répondre un petit peu aux questions qui ont été posées pour les pays baltes certes ont une histoire effectivement
dramatique avec l'Union soviétique. Donc, ils ont effectivement une attention particulière à leurs voisins qui leur fait toujours peur quand même. Et s'ils n'avaient pas le parapluie de l'OTAN, je ne sais pas trop dans quelle situation seraient aujourd'hui les 3 pays baltes. Donc, ils ont raison. Mais encore une fois, ça ne concerne pas que les pays baltes ou la Pologne qui sont peut-être les plus combatifs vis-à-vis du régime de Vladimir Poutine. Mais la Scandinavie est effectivement vent debout là. Et ils ont des raisons de craindre. Cécile, vous mentionnez justement la Norvège. La Norvège a été cible d'intrusions aériennes multiples, ce qui a motivé en fait une réaction de l'OTAN par un exercice militaire très très conséquent, dont on raconte justement dans le livre, mais c'est parce que c'était pour mettre un coup d'arrêt à ces intrusions en permanence. Donc voilà. Après, donc les pays baltes ont certes une histoire. Dans quelle mesure ils influencent l'Union européenne? Bien sûr, ils ont leur part d'influence, comme d'autres. On a distingué avec Julien un peu trois groupes dans les Européens, les Nordiques en fait, pays baltes, scandinaves, Royaume-Uni qui n'est plus partie de l'Union européenne, et la Pologne comme le groupe des réalistes en fait les plus critiques. Un groupe qui serait plus conciliant, principalement la France et l'Allemagne qui condamnent mais qui disent encore il faut toujours dialoguer, etc. Et un groupe encore plus conciliant des pays du Sud. Donc voilà, ça c'est donc l'influence des pays baltes existe, mais elle n'est pas plus grande que celle de l'Allemagne ou celle de la France, au contraire. Après, je voudrais surtout dire quelque chose, et j'espère peut-être Julien à répondre aux 2 dernières questions, mais je voudrais surtout dire quelque chose sur les années 90 et l'humiliation, parce que ça c'est un discours que je peux plus supporter. C'est encore une fois, alors moi j'avais de la chance parce que je suis allée de nombreuses fois en Russie au tout début des années 90. J'ai vu la dureté, effectivement, pour les Russes, ça a été extrêmement difficile, une période épouvantable, où tout d'un coup, leurs économies ne valaient plus rien, où les usines s'arrêtaient les unes après les autres, où ils se sont trouvés dans le plus grand désarroi, ils ont été très démunis, ils ont souffert. Ça, c'est une réalité. Maintenant, de dire qu'il y a une humiliation, c'est toujours le même discours, c'est-à-dire l'Ouest voudrait se ruer sur les richesses de la Russie, etc. C'est toujours le même discours. Or, excusez-moi, mais qui est-ce qui a mis les premiers dans le pot de confiture? Ce sont les oligarques russes. Et les oligarques qui ne venaient pas de nulle part, d'ailleurs, ils venaient du KGB la plupart du temps, parce que ce sont eux qui avaient les réseaux, ce sont eux qui savaient parler la langue étrangère, et ce sont eux qui étaient le plus à même de s'en sortir. Donc, quand j'entends le discours sur l'humiliation des années 90, le système, effectivement, s'est effondré. Au lieu de tirer plutôt une fierté d'avoir surmonté cette période extrêmement difficile, extrêmement douloureuse, sans violence, il n'y a pas eu tellement de violence, il y en a eu un peu à la marge, effectivement, dans des républiques, mais sans violence, etc. Au lieu d'en tirer une fierté, de dire on s'est redressé, on a quand même surmonté cette époque-là, eh bien non, on en reste sur un discours, le vilain Occident qui a voulu tout rapter. Et c'est insupportable parce qu'encore une fois, la corruption, eh bien, elle est tout de suite venue des oligarques russes qui se sont salle là-bas, puisque d'ailleurs, la plupart du temps, leurs affaires leur été confisquées. Donc voilà. Julien, si tu veux répondre sur les autres questions. Oui, je vais essayer de prendre les années 90 aussi. Dans les années 90, il y a des tentatives démocratiques en Russie, il y a un partenariat entre l'OTAN et la Russie, tout va bien. Je veux dire, c'est au moment de 2000, je ne sais pas si vous voyez à peu près, c'est il y a 21 ans, disait Isabelle tout à l'heure, que ça commence à changer. Hein, on a un petit avant-goût avec Primakov, le Premier ministre, qui dit « ouais, mais enfin, quand même, voilà, mais enfin, il y a une crise économique, et puis après, il y a le poutinisme qui se met en place. » Donc, les années 90, certes, c'est le chaos, mais souvenons-nous bien, le chaos, ce n'est pas la démocratie. Hein. Je veux dire, dans les années 90, les pays scandinaves, les meilleurs démocratiques, ne s'effondrent pas du tout. Hein. C'est le soviétisme qui s'effondre. Je vous rappelle, c'est un système totalitaire, vous savez, et c'est ça qui crée le chaos. Donc, ce n'est pas la démocratie qui est le chaos. Hein. La démocratie était bourgeonnante sur un système qui s'effondre. Bon, un système totalitaire qui s'effondre. Donc, bon, c'est quand même une réalité. Et là, les Occidentaux ne sont pas du tout, n'envahissent pas le pays, ne se prennent pas le pouvoir politique ou ce genre de choses. Au contraire, on crée le partenariat pour la paix, on travaille ensemble, on crée des accords sur de désarmement nucléaire. Enfin, je veux dire,
on coopère comme on coopère avec l'Europe, ce qu'on appelait à cette époque-là l'Europe de l'Est, ou les PECO, les pays d'Europe centrale et orientale, qui, eux, ont choisi de faire une transition vers la démocratie, d'intégrer et de respecter les normes de droits de l'homme, de réformer leur système économique, et qu'on rejoint l'Union européenne. Donc, je veux dire, bon, il y avait… Alors, et pourquoi je parle des années 90 précisément? Et pour répondre à la question de c'est quoi l'avenir du poutinisme? Mais il n'y a pas de déterminisme dans tout ça. Il n'y a pas de déterminisme culturel. Pas plus que de déterminisme culturel pour les Russes que pour les Arabes. Parfois, on dit pour les Arabes, il leur faut un dictateur. Alors, on dit les Russes, oui, ben, il leur faut un homme à poigne. Mais enfin, qu'est-ce que ça veut dire, ça? Il leur faut un homme à poigne. Oui, ben, c'est lui qui est au pouvoir, bien sûr. Oui, alors il maîtrise le pouvoir. Bon, mais ça ne veut pas dire qu'il leur faut ça. Pour savoir ce qu'il leur faut, il faut leur demander. Et pour leur demander, il faut des élections libres. C'est simple. Et ça veut dire des élections libres. Attention, hein. La démocratie, c'est pas juste on vote. Je vous rappelle que Bachar al-Assad a été élu, mais il a été élu par des parlementaires qui l'autorisent à concourir. Vous voyez, donc c'est pas ça. La démocratie, il faut une campagne libre, le droit d'association, la liberté d'expression, ensuite des observateurs, et il ne faut pas bourrer les urnes. Enfin bon, il y a tout un tas de codes. Je vous invite à aller regarder les codes de l'OSCE ou du Conseil de l'Europe qui sont particulièrement brillants sur cette question-là. Donc je veux dire, il faut demander aux Russes pour savoir ce qu'ils veulent comme type de… Et c'est bien là où le bas blesse, parce que c'est bien ce qui est empêché. Alors on a travaillé un peu sur cette question dans notre ouvrage, et ça fait partie clairement de la fuite en avant hein, de cette stratégie du désordre avec Isabelle, c'est-à-dire que, bon, il est très clair que Vladimir Poutine s'est permis de rester au pouvoir jusqu'en 2036 et après d'être intouchable avec une loi sur mesure, hein, ce qui donne l'impunité aux anciens présidents. Donc ça, c'est une réalité. La question est de savoir, est-ce qu'il va tenir jusqu'en 2036? Est-ce qu'il sera là? Est-ce qu'il va vouloir rester? Et qui pourrait prendre sa place? C'est aussi une autre question. On a souvent cette image avec Isabelle, c'est comme une clé de voûte, vous voyez, Vladimir Poutine. C'est la pièce absolument indispensable, mais il n'est pas tout seul. Donc ça veut dire que bon, il a plusieurs cercles concentriques autour de lui, bon, qui agissent, qui animent ce système-là, mais effectivement, il est indispensable. Alors, est-ce qu'il pourrait être remplacé par qui? Pourquoi? Est-ce qu'il pourra rester? Et puis, surtout, encore une fois, on en revient toujours là, et vous lirez avec intérêt le dernier mot de l'ouvrage, mais il faut peut-être demander à la population ce qu'elle en pense, et en l'occurrence, l'avenir du poutinisme est quand même tributaire de ce que veulent les Russes. Alors, Alexis, tu faisais tout à l'heure mention d'un sondage. Alors, si on se fie au sondage, le problème, c'est qu'on a discuté avec beaucoup de gens hein, dans notre ouvrage, on ne l'a pas mentionné, mais on a discuté et on a parlé avec le président Hollande, on a parlé avec Marc Galeotti, Keir Giles, des spécialistes, hein, des attachés de défense, des ambassadeurs. Bon, on a parlé avec beaucoup de monde. Et puis, notamment, Michael McFaul, qui est l'ancien conseiller de Barack Obama, et qui a été ambassadeur, et qui d'ailleurs est au centre d'une affaire rocambolesque de Trump qui voulait le livrer aux Russes. Enfin, une histoire, je vous passe les détails, tout est dans le livre. Mais Michael McFaul a travaillé avec les instituts de sondage dans les années 90, où justement, il travaillait sur l'instauration et le renforcement de la démocratie russe. Et il dit que non seulement c'est extrêmement difficile d'avoir des organes pour sonder les gens qui sont extrêmement robustes d'une certaine manière, mais en plus, le pouvoir politique a récupéré certaines personnes de ces associations qui renforçaient la démocratie pour les retourner. Et il dit, même parfois, c'est les mêmes personnes qui maintenant utilisent les mêmes techniques de renforcement de la démocratie, mais de renforcement de l'autocratie à l'Ouest, vous voyez. Et c'est quand même assez fantastique. Et il cite notamment les Russki Dom comme un outil d'influence, comme les médias, qui sont très loin des instituts français. Si vous saviez, les tendances dans les instituts français seraient plutôt à la fermeture des écoles de langue plutôt qu'un outil d'influence, vous voyez, d'influence dure quoi, et de déstabilisation. Donc tout ça pour dire que, vous voyez, dans tout ça, ce qui m'intéresse, moi, c'est la tendance. Donc on part des années 90 où il y a des tentatives de démocratie, après il y a un ordre autoritaire qui se met en place, assez spécifiquement russe, hein, finalement, qui est ouvert, qui s'allie avec toutes les autres autocraties. C'est ça qu'on met en valeur avec Isabelle, hein. C'est qu'il y a un système, une internationale autocratique sur lequel Isabelle insiste souvent, à juste titre, sur le fait que Vladimir Poutine est un précurseur de cette internationale-là dans les années 90. Hein. Pour ceux, il y a beaucoup de jeunes parmi nous, pour ceux qui se souviennent des années 90,
Vous vous souvenez peut-être qu'à ce moment-là, on pense que la démocratie a gagné et qu'elle va s'étendre partout dans le monde. Et à ce moment-là, Vladimir Poutine intervient et dit « Ah non, non, c'est pas tout ça qui va se passer, l'autocratie a encore de beaux jours. » Et il va soutenir, il va s'allier avec tout un tas de puissances. Donc, comme le disait Cécile, merci pour cette intervention. Donc, on montre aussi, par exemple, avec la Chine, comment, il y avait une question aussi à ce propos, ils s'inspirent mutuellement. Donc, on ne peut pas tout dire, mais tout est dans l'ouvrage, mais ils ont tissé ça. Donc, si vous voulez, il y a à la fois la question intérieure, est-ce que les Russes en auront pas marre? Parce qu'au début, on se disait, bon, bah, d'accord, c'est une démocratie un peu autoritaire. Bon, bah, enfin, maintenant, bon, c'est clair que c'est plus du tout une démocratie. Et s'il reste jusqu'en 2036, vous ne restez pas 36 ans président en laissant aucune alternative politique émerger, c'est plus une démocratie, quoi. Donc, les Russes à l'intérieur, c'est les deux variables qui sont fondamentales. Les Russes à l'intérieur et cette internationale autocratique, parce que je vous rappelle qu'elle progresse dans le monde. Brésil, Inde, Chine, la Syrie, c'est un exemple fondamental pour montrer ce qu'on était capable de faire sans avoir de répercussions, n'est-ce pas? Bachar al-Assad est encore au pouvoir aujourd'hui, souvenez-vous. Donc vous voyez que le côté interne et le côté de cette internationale autoritaire, autocratique, ça, c'est les deux variables pour moi qui vont décider un peu de l'avenir du quotidien. Merci beaucoup Isabelle et Julien. Il est 19h30, donc je vous propose de conclure notre discussion passionnante. Donc encore une fois, un grand merci à vous pour votre livre qui est passionnant, pour votre recherche, pour votre enquête. Peut-être donc, je vous ai mis alors dans le chat le lien vers le site de Russie Liberté pour retrouver les différentes choses. Je vous invite bien évidemment aussi à acheter et à lire le livre d'Isabelle Mandreau et de Julien Théron. Peut-être un mot de la fin, Jeanne et Arsène, et après on pourra conclure, sachant que pour information, donc je pense, Nikolai, on pourra mettre le replay sur YouTube et sur notre site par la suite. Voilà. Oui, on va le faire, c'est clair. Arsène, Jeanne, pardon, Arsène, vas-y, un mot, et puis Jeanne, je te laisserai conclure. Rapidement, merci beaucoup à tous les intervenants encore une fois. C'était très passionnant. J'espère que dans la continuité de notre travail, on pourra aussi vous revoir, pour organiser d'autres discussions comme celle-ci. Et merci à tous d'avoir participé. Et merci à vous, Alexis et Nikolai, pour le soutien que vous avez apporté dans l'organisation de cet événement. Merci Arsène. Jeanne, je te laisse conclure. Oui, bonsoir. Merci beaucoup. Oui, effectivement, donc j'ai hâte de lire cet ouvrage et pour ce débat assez passionnant. Et le rôle, je rappelle que le rôle des journalistes, comme vous l'avez évoqué, dans toutes ces campagnes de désinformation et à l'intérieur comme à l'extérieur de la Russie, et cette stratégie du pouvoir est extrêmement importante. Et je vous invite également à suivre nos alertes sur la Russie sur le site de rsf.org. Merci beaucoup. Merci beaucoup, merci à toutes et à tous, et on se retrouve bientôt pour d'autres webinaires et d'autres thématiques.